car l'Algérie a connu bien des occupations. Des ruines romaines, comme ici celle de Djemila, on en trouve un peu partout dans la plaine côtière. Avant les Romains, il y avait eu pendant plusieurs siècles les soldats de Carthage. Et aux Romains avaient succédé les Byzantins, puis aux Byzantins les Vandales, aux Vandales les Arabes, aux Arabes les Espagnols, et finalement aux Espagnols les Turcs. Au début du XIXe siècle, Napoléon, déjà, avait envisagé d'inclure l'Algérie dans son empire, mais ce fut un de ses successeurs qui en trouva l'occasion. En 1827, le gouverneur d'Alger, au cours d'une querelle, frappa l'ambassadeur du roi Charles X d'un coup d'éventail. 3 ans plus tard, une force expéditionnaire française débarquait. À vrai dire, le dernier des Bourbons cherchait à distraire une opinion publique de plus en plus hostile. Après quelques semaines, c'était la chute d'Alger. À la même époque, c'était à Paris celle de Charles X. La conquête se traîna encore une vingtaine d'années, jusqu'à ce qu'en décembre 1848, l'Algérie soit unilatéralement incorporée à la France, non comme colonie, mais en tant que partie intégrante de la nation, à l'égal de la Normandie ou de la Lorraine. Et ce serait pour l'avenir le départ de bien des problèmes. Cela signifiait en tout cas que la route de l'Algérie était ouverte à la convoitise des colons de la métropole. Mais le français moyen montrait peu d'enthousiasme pour cette nouvelle province, et l'armée fut contrainte de la peupler avec les rebuts de la France, chômeurs, opposants politiques indésirables, bagnards. Et quand cette source fut épuisée, on chercha à l'étranger, en Espagne, à Malte, en Italie. Comme le disait un Français, nous avons chassé les Arabes pour les remplacer par des Italiens et des Espagnols. Ce ne fut qu'après la perte de l'Alsace et la Lorraine, lors de la guerre de 1870, qu'arriva un large flux de réfugiés. Ils furent bientôt 200 000 colons. En 1940, ils seraient plus d'1 million. Mais les Algériens musulmans seraient, eux, 10 millions. La plupart de ces musulmans vivaient dans les quartiers les plus pauvres des villes, comme ici la Casbah, le vieux quartier turc d'Alger. Ailleurs, les Européens confisquaient les meilleures terres, souvent sous le prétexte que le propriétaire arabe était un rebelle. Bientôt apparurent de beaux quartiers réservés aux seuls Européens. Durant ce qu'elle appela pudiquement sa pacification, l'armée française annihila complètement la classe moyenne algérienne, qui ne réapparut qu'au début de ce siècle avec les premiers instituteurs et les premiers employés musulmans de formation française. Et ceux-ci, dès le début, réclamèrent, oh, pas l'indépendance, mais l'intégration, car si les musulmans d'Algérie étaient de naissance sujets de la France, ils n'en étaient pas citoyens. Pour cela, ils devaient trahir leur religion. Certains le firent et prospérèrent sous le sobriquet de béni oui-oui. De leur côté, les Français, comme tous les colons du monde, étaient persuadés que les indigènes ne pouvaient être qu'irrémédiablement paresseux et naturellement mauvais, faits seulement pour les tâches les plus serviles et ne comprenant que la manière forte. Toute idée de réforme était tout simplement ignorée. Aux musulmans les terres pauvres, aux colons les beaux domaines. Domaines obtenus souvent grâce à des prêts avantageux du gouvernement et exploités grâce à l'argent des contribuables en métropole.
les trappistes avaient importé la vigne en Algérie, à temps pour que les colons, les pieds noirs comme on commençait à les appeler, profitent de l'épidémie de phylloxéra qui ravagea le vignoble français vers 1880. L'Algérie devint bientôt un important producteur de vin. En plus de la vigne, les subsides de l'État encourageaient les colons à cultiver les céréales, surtout le froment. Plus tard, la luzerne, les légumes et surtout les agrumes, oranges et citrons, ajoutèrent à la richesse. En dehors des mines, peu d'industrie. Il fallait maintenir l'Algérie dépendante de la France. On extrayait surtout du plomb et du fer, ainsi qu'un peu de charbon. Ce que la France apporta de mieux à l'Algérie, ce fut sa culture. Mais l'éducation n'était pas répandue également. Un enfant musulman avait 12 fois moins de chances d'aller à l'école qu'un enfant européen. Le chômage était élevé pour les musulmans et ceux qui travaillaient étaient mal payés. La solution, immigrer en France métropolitaine. En 1920, ils y étaient 100 000. En 1950, un demi-million. Leur salaire soutenait des familles entières, parfois tout un village. Pour les colons, cependant, la vie était confortable, et ils comptaient bien qu'elle le reste. Nous qui vivions en ville, nous subissions moins cette vexation, ces vexations, comme ceux de la campagne, par exemple. On était mélangés avec les Européens ici, mais il y avait une ségrégation raciale. Le cinéma, il y avait quand même... on ne nous permettait pas d'entrer dans des... C'est un peu l'apartheid, si vous voulez. Dans des plages, quand on était dans des plages, on nous isolait, parfois on nous emmenait en prison parce qu'on a osé côtoyer les Européens. Enfin, en un mot, quand on colonise un pays, c'est devenir l'esclave de ses dominateurs. Us Algerian people, we didn't have a chance to go to the places where the French goes or to live in the places where the French lives. We're not even allowed to go to the beaches where the French goes, and they have a big sign and not allowed for a dog and Algerian.